Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la dernière étape du Tour de France 2025 chez les garçons. Je rappelle que la course, elle vient seulement de démarrer chez les filles. On va revenir sur le parcours de cette étape avec des changements cette année du côté des Champs-Élysées. On parlera également de mon avis sur ce changement de parcours. On parlera de la gastronomie, du tourisme. Bon, encore une fois, on va éluder un petit peu le tourisme dans la région. Et puis, on parlera bien entendu du programme de cette étape, parce que les horaires sont un petit peu différents par rapport aux autres journées sur cette course. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Tu pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, qui sont vos favoris, qui vous a plu, qui vous a déçu, tiens, par exemple, sur ce Tour de France aussi, ça peut être intéressant. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Je remercie à la fois les gens qui font l'effort de cliquer rapidement sur les vidéos, et à la fois les gens qui font l'effort de faire des super thanks. On commence tout de suite avec cette étape numéro 21. Eh bien oui, les Champs-Élysées, le retour sur les Champs-Élysées, parce que c'est vrai que l'an dernier, on est arrivé du côté de Nice, bon, avec un contre-la-montre. Vous saviez que moi, je suis pas pour les contre-la-montre le dernier jour, encore une fois, parce que personne ne les fait à fond. Quasiment, et que si on a déjà des écarts au général, bah, voilà, tu sais que il va pas se passer grand-chose, alors qu'une étape en ligne, comme celle-là, déjà, on peut célébrer en première partie d'étape, et pour moi, finir un Tour de France, c'est déjà difficile. Voilà, c'est déjà un exploit en soi. Donc, ça permet de célébrer tous les coureurs. Et puis, eh bien, les Champs-Élysées, et comme l'étape de Rome maintenant sur le Tour d'Italie, on est quand même sur un lieu absolument mythique. Et sur un lieu magnifique également, donc je trouve que c'est toujours une bonne idée. Là, on change un petit peu la donne avec 3 fois le passage par la rue Le Pic. Alors, on ne sait pas du côté des organisateurs si l'idée était de durcir le parcours ou si c'était l'idée de faire revivre les Jeux Olympiques. Si l'idée c'est de faire revivre l'ambiance des Jeux Olympiques, ça ne marchera pas. Parce que les Jeux Olympiques, c'était un moment unique dans l'histoire du sport français, presque. Ça n'arrive que tous les 100 ans en France, que les années 24. Mais en gros, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc on n'aura pas la même ambiance. Et puis il y a le côté supporter de chacun de sa nation. Ce qui n'est pas forcément le cas sur une étape de cyclisme traditionnelle du Tour de France. Par contre, si c'est pour durcir le parcours, là je dis oui, ok, banco, ça change un petit peu la donne, ça crée de l'incertitude, même si je pense qu'il y a quand même une erreur, pour moi, dans ce nouveau parcours, c'est d'avoir mis l'arrivée juste après le dernier passage au niveau de la rue Le Pic. Donc c'est-à-dire 4 km après le passage de la rue Le Pic, ce qui ne permet pas à un peloton de se réorganiser. Foncièrement, moi j'aurais rajouté une petite boucle autour de l'Arc de Triomphe, donc une boucle classique, et fait l'arrivée après cette boucle autour des Champs-Élysées. Donc voilà, ce qui nous aurait donné, je crois, à peu près 11 km entre ce passage à la rue Le Pic et l'arrivée, ce qui donne encore plus d'incertitude. Parce que, certes, un coureur qui est parti en solitaire dans la rue Le Pic, il peut se faire reprendre, mais ça ne veut pas dire qu'ensuite on ne peut pas avoir des tentatives de contre dans les derniers kilomètres de la course, et pourquoi pas un kilomètre, et pourquoi pas un sprint aussi. Là, je pense que le sprint, ça va être très compliqué, parce qu'encore une fois, la possibilité de se réorganiser après la rue Le Pic est quasiment impossible. J'espère qu'en termes de sécurité, ils ont prévu le coup, parce que moi je me souviens qu'au moment des Jeux Olympiques, c'était déjà très étroit dans cette zone-là, et au moment des Jeux, on avait un micro-peloton. Je crois qu'on était 88 au départ, en sachant qu'à ce moment-là, je ne sais même pas s'il y avait encore 70 coureurs dans le peloton. Là, on est plus du double. Il y a eu assez peu d'abandon sur ce Tour de France. Pour le moment, je vous dis ça avant le déroulé de l'étape numéro 20, il y a eu également 0 hors délai. Donc on a 161, peut-être 160 coureurs avec l'abandon de Fedorov. Donc 160 coureurs, ça fait du monde encore du côté de Paris, et il va falloir le gérer.
Surtout que les conditions climatiques vont pas être évidentes. Allez, du côté... Donc moi, je pense que c'est une bonne idée, mais... Voilà, j'aurais rajouté un tour des Champs-Élysées en plus pour créer encore plus d'incertitude. Voilà, du côté de cette étape. Et pour avoir un vrai final sur enfin voilà, avec la vraie arrivée classique sur les Champs-Élysées en passant par rue des Rivoli notamment. Dénivelé positif de cette étape, 856 mètres, ce qui en fait la 18e étape dans ce classement. Alors dommage, du côté du maillot à pois, les choses sont maintenant complètement faites au niveau de ce classement, mais avec 5 points, on aurait pu bien avoir une bagarre également pour ce maillot à pois si les écarts auparavant n'avaient pas été aussi élevés entre Pogacar, Vingegaard et Lenny Martinez. Le classement par points sur cette étape, on aura 70 points, 20 points au niveau du sprint intermédiaire, 50 points du côté du sprint à l'arrivée, c'est considéré comme une étape de plat. On regarde tout de suite le parcours. Donc le parcours, donc très simple, on part de Mantes-la-Jolie pour arriver sur Paris-Champs-Élysées. Étape assez longue par rapport aux dernières années sur une dernière étape du Tour de France, 132 km. Moi j'ai connu à l'époque, on avait des étapes comme ça assez longues où on rentrait dans Paris à plus de 80 km de l'arrivée. C'était pas toujours très passionnant. Voilà, c'était assez long. Voilà, donc là l'étape va partir à 16h. Pour une arrivée à peu près 3h40 après. Il faudra faire attention aussi que la première partie de journée, où on a tendance quand même à pas mal célébrer, ne dure pas trop longtemps, au niveau de la luminosité quand même, et aussi au niveau du journal. Parce que l'objectif est que l'étape en France arrive avant le journal de 20h. Donc on part de Mantes-la-Jolie, on aura une côte assez vite, il faut savoir que c'est un petit peu en cuvette Mantes-la-Jolie, avec la côte de Bazemont, voilà. 1,7 km à 6,3 de moyenne. Bon voilà, ça va, c'est pas non plus infernal. On passera par Chavenay, pardon, Versailles. Bon, je vous fais pas l'affront de parler de Versailles, bien entendu du château. Franck Ferrand va en parler pendant 20 minutes à ce moment-là. Et puis la côte du pavé des Gardes qui permet d'entrer, de passer par Issy-les-Moulineaux et de rentrer dans Paris quand on vient du 78, des Yvelines. 700 mètres à 7,7 de moyenne, et puis ensuite la longue descente qui va nous amener du côté de Paris avec le pont de la Concorde qui sera l'entrée sur le circuit, et puis ensuite on aura 3 tours, donc 4 passages, 3 tours sur le circuit classique des Champs-Élysées, où on aura le sprint intermédiaire au kilomètre 76, c'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, un petit peu moins, même 45 plutôt, avec ce sprint qui est au sommet des Champs-Élysées. Et puis ensuite, et donc 3 passages par le circuit Montmartre, avec donc cette côte de la butte Montmartre, ce qui fait un circuit un petit peu plus long aussi, parce que voilà, on se retrouve à avoir un circuit qui fait 13 km à peu près. Donc c'est ce qui rajoute également le kilométrage. Normalement, c'est vrai qu'on était plutôt habitué à avoir une centaine de kilomètres. Là, on sera sur 132 km sur cette dernière étape du côté du Tour de France. Donc avec 3 passages par la côte de la butte Montmartre, 1 km à 4,8 de moyenne, côte pavée. Important de le signaler. Alors on regarde tout de suite le circuit, ce circuit des Champs-Élysées. Donc vous le voyez, le circuit traditionnel. Donc on connaît bien, rue de Rivoli, on monte, voilà cette séquence-là un petit peu plus, voilà avec cette première courbe et cette deuxième courbe. La ligne droite qui est toujours décalée depuis 4-5 ans, parce qu'avant on arrivait ici, on l'a décalé de 200 mètres à peu près pour avoir un peu plus de temps pour le sprint dans un premier temps, mais là donc il y aura également l'ancienne, enfin voilà, on garde cette nouvelle ligne d'arrivée. Donc on passe par rue de Rivoli. Voilà, on arrive côté place de la Concorde, on monte vers les Champs-Élysées, on contourne l'Arc de Triomphe aussi, parce que je rappelle que moi j'ai connu l'époque, notamment en 2003, mais même avant, on a connu l'époque où on contournait l'Arc de Triomphe, on s'arrêtait ici, il y avait un demi-tour ici, parce que tout simplement la préfecture ne voulait pas bloquer l'entièreté de Paris en bloquant cet Arc de Triomphe. La préfecture et l'Amérique ont bien changé leur fusil d'épaule désormais. Derrière, eh bien, on redescend, voilà, les Champs-Élysées. On passe ici de nouveau devant l'obélisque de la place de la Concorde, l'Assemblée nationale qui est également dans ce coin-là, et on arrive
sur le quai des Tuileries. On passe sous le jardin des Tuileries par ce petit tunnel pour aller ensuite remonter rue de Rivoli. En sachant que sur le premier passage, toujours le contournement pour accéder à la pyramide du Louvre. Hein. Sur le premier passage sur la ligne d'arrivée, avant le premier passage sur la ligne d'arrivée, voilà, on passe par la pyramide de Louvre, ce qui n'est pas le cas ensuite. Donc la différence ensuite, les 3 premiers tours se font comme ça, puis ensuite on passe rue de Rivoli et on monte, on contourne l'église de la Madeleine, on passe par le boulevard Malherbe, pour ensuite aller récupérer cette côte de la butte Montmartre, donc par ces petites routes-là, hein, assez étroites, place Blanche, rue Puget notamment, donc cette fameuse rue Le Pic, et on redescend en contournant le Sacré-Cœur, rue Lamarck, donc à 5 km de l'arrivée à peu près, on redescend boulevard des Batignolles, boulevard de Courcelles, repassage par le boulevard Malherbe pour retourner rue Royale et repasser par le circuit des Champs-Élysées. Donc voilà, c'est la différence au niveau du parcours. Assez technique quand même. Alors, la descente, comme on revient sur les Champs-Élysées, c'est quand même moins horrible que ce qu'on avait eu du côté des Jeux Olympiques, où là, la descente était extrêmement technique. Malgré tout, ça reste un passage en ville, donc il faut faire attention quand même, mais ça laisse que, alors j'avais dit 4 km, ça laisse 5 km pour se réorganiser en gros. C'est pas énorme du tout, hein, donc ça va être assez compliqué de ce côté-là. On regarde tout de suite la carte de cette étape. Donc on part de Mantes-la-Jolie dans le 78, on descendra plein sud, voilà, pour récupérer la première côte de la journée, la côte du pavé des Gares, donc ça c'est au niveau d'Issy-les-Moulineaux. On arrive par Paris en passant par Issy-les-Moulineaux, comme d'habitude ces dernières années. Et puis ensuite, eh bien, arriver dans Paris et le circuit est ici. Voilà, pour localiser. Le Champ de Mars est ici, hein, donc la Tour Eiffel est ici. Voilà, la place de la Bastille est là, comme vous pouvez le voir, donc au niveau des endroits importants. Et on monte donc au nord de Paris. Hop là, pour récupérer la butte Montmartre et ensuite redescendre à chaque fois du côté du parcours de cette étape. On regarde tout de suite le tourisme dans la région et surtout la gastronomie. Le tourisme dans la région, alors il faut savoir que le site du Tour de France a été assez pauvre en informations sur cette étape. Il ne parle même pas de Versailles, hein, pour tout vous dire. Et encore une fois, normalement, Franck Ferrand va en parler assez nettement du côté de cette journée. Alors, on commence avec Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, c'est la ville des cuivres. C'est la ville, on va dire, du saxophone, avec 2 entreprises qui fabriquent ces clarinettes également, mais aussi d'autres cuivres, d'autres trompettes notamment. Vous avez la manufacture Selmer, là c'est un Selmer que vous voyez à l'écran, qui était notamment la marque des trompettes de Louis Armstrong normalement. Et il fabriquait également les guitares de Django Reinhardt. Et même là, le saxophone de Thomas Pesquet dans l'espace, c'était un Selmer. Donc, et il faut savoir que Selmer fabrique des saxophones. Pourquoi? Car en 1929, la marque avait racheté la société créée par Adolphe Sax, inventeur du saxophone, bien entendu. Et puis vous avez également les ateliers Buffet-Crampon qui sont dans la même commune, à Mantes-la-Ville, donc juste à côté, et qui eux aussi font des saxophones, des hautbois, des clarinettes également, et la marque est leader sur la fabrication des clarinettes, les ateliers Buffet-Crampon. Église Saint-Étienne à Mantes-la-Ville, que vous pouvez voir également du côté de cette église, qui date donc du 10e, enfin fabrication au 10e siècle, et puis on a reconstruit une partie de cet édifice au 20e siècle après des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis on a fait des travaux de restauration en 1981. Donc cette église Saint-Étienne de Mantes-la-Ville, elle a été fondée en 900
1874. Voilà, donc c'est un bâtiment très ancien. La façade occidentale est percée d'une ouverture en anse de panier qui est surmontée d'un pignon percé d'un oculus. Voilà, notable. Donc voilà, du côté de Mantes-la-Jolie, et puis bien la ville d'arrivée, hein, bien entendu, les Champs-Élysées, avec ce coup séché de soleil. Alors les Champs-Élysées, qui est situé donc dans le 8e arrondissement de Paris. La longueur des Champs-Élysées, 1910 mètres. Voilà, et ça relie donc la place de la Concorde à la place Charles de Gaulle, qu'on appelait avant la place de l'Étoile, avec l'Arc de Triomphe. Voilà. Les Champs-Élysées, au départ, c'était un terrain marécageux. Et puis Marie de Médicis va décider d'y faire aménager non-galets. Le cours, donc en 1616, elle a l'idée. Louis XIV, qui veut embellir et étendre la capitale, décide de raser les fortifications et de percer des grandes avenues. Il va charger André Le Nôtre d'aménager à travers les bois et les marais qui longent la Seine cette avenue des Tuileries en axe royal. Le Nôtre trace depuis l'actuelle place de la Concorde jusqu'à l'actuel rond-point des Champs-Élysées une belle avenue bordée de terrains où sont aménagées des allées d'ormes et des tapis de gazon. On l'appelle le Grand Cours pour distinguer du Cours la Reine. Le nom de Champs-Élysées n'est adopté qu'en 1709. Alors cette avenue a eu longtemps une mauvaise réputation parce que c'était un lieu de guinguette qui attirait les mauvais garçons et les prostituées. Mais la popularité des Champs-Élysées prend de l'importance à partir de l'adoption de son nom définitif en 1789. Et puis ça va décoller surtout sous la Révolution française, parce que c'est par les Champs-Élysées que le cortège de Mégère va se diriger vers Versailles pour amener la famille royale à Paris. C'est aussi par les Champs-Élysées que la famille royale est ramenée dans Paris le 25 juin 1791, après la fuite à Varennes, voilà, qui ne va pas forcément fonctionner énormément. Alors l'avenue a été rénovée au début des années 90, parce qu'elle s'était dégradée, voilà. Et puis le 26 septembre 1994, Jacques Chirac, qui était encore le maire de Paris à l'époque, qui va la réinaugurer, enfin inaugurer la fin des travaux du côté de ces Champs-Élysées. Puis avec bien entendu les multiples magasins au bord des Champs-Élysées. Bien entendu l'Arc de Triomphe qui conclut ces Champs-Élysées d'un côté, puis de l'autre côté c'est l'obélisque de la place de la Concorde. L'Arc de Triomphe, alors cet obélisque de la Concorde qui avait accueilli la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Alors l'Arc de Triomphe, construction de 1806 à 1836, donc au centre de cette place Charles de Gaulle, la hauteur 49,54 m sur 44 mètres de large et une profondeur de 22 mètres. Le monument pèse 50 000 tonnes et 100 000 tonnes si on compte les fondations, et il est géré par le Centre des Monuments Nationaux. L'importance de l'Arc de Triomphe a encore été renforcée par la dépouille, la tombe du soldat inconnu qui a été tué lors de la Première Guerre mondiale et qu'on a inhumé le 28 janvier 1921. Et ensuite, André Maginot, qui était ministre de la guerre, va y installer une flamme du souvenir qui a été allumée pour la première fois le 11 novembre 1923. Voilà, cette tombe du soldat inconnu qui est là, voilà, du côté de l'Arc de Triomphe. Bien entendu, la pyramide du Louvre. Cette pyramide du Louvre qui est assez récente, elle date des années de 89, voilà, qui est l'architecte qui a réalisé cette pyramide, c'est Yeo Ming-pei. C'était la volonté de François Mitterrand en 1983, d'un symbole d'un musée ouvert vers le monde. Elle fête ses 30 ans tout au long de l'année 2019 avec pas mal
festifs. Voilà, et puis là aussi, on est passé dans la cour du Louvre, du côté là de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, pour ceux qui s'en rappellent. Surface d'exposition du musée du Louvre, 72 000 mètres carrés, le plus grand musée d'art et d'antiquité du monde. 10 millions de visiteurs annuels en 2018. Vous avez à l'intérieur la Joconde, la Vénus de Milo, le Code d'Hammurabi ou encore la victoire de Samothrace. Voilà. Et on rappelle qu'au départ, c'était un château, le château du Louvre, voilà, et qui a été palais des rois de France. Et puis, dernier lieu, voilà, à visiter, bien entendu, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel, qui date de la fin du 19e siècle. La construction a débuté en 1887, s'est terminée en 1889. Voilà, c'est le symbole de Paris. Elle est restée la plus haute tour du monde jusqu'en 1930, dépassée à ce moment-là par le gratte-ciel de Chrysler à Manhattan. 7000 tonnes toutes nues, 50 000 tonnes de peinture qu'il faut changer tous les 7 ans. Et puis on a un panorama sur toute la région parisienne. On peut aller même jusqu'à un panorama qui peut s'étendre quand il fait vraiment beau temps jusqu'à 67 km. Donc c'est assez phénoménal. Voilà. Donc c'est vraiment le symbole aujourd'hui de Paris, bien entendu, construite par Gustave Eiffel. Voilà, cette tour Eiffel. On passe à la gastronomie et on commence avec le croque-monsieur. Alors le croque-monsieur que tout le monde connaît, mais il serait apparu pour la première fois en 1910 dans un bistrot parisien du boulevard des Capucines. L'origine du mot reste toutefois complètement inconnue. Il semblerait que ça soit en fait le bistrotier du café, Michel Lunarca, qui aurait lancé comme ça à la foule que c'était de la viande humaine à l'intérieur de ce croque-monsieur. Alors on en trouve la mention dès 1891, voilà, de ce croque-monsieur, donc qui serait une spécialité parisienne. Alors il faut savoir que le nom croque-monsieur est invariable. Selon l'orthographe traditionnelle, normalement on ne met pas d'S à croque-monsieur. Et puis donc ce croque-monsieur, bien entendu vous avez la version croque-madame qui est surmontée d'un œuf à cheval. Et puis vous avez également, normalement il n'y a pas de sauce béchamel de base aussi dans un croque-monsieur. Puis parfois on rajoute voilà cette sauce béchamel. Normalement c'est du pain, jambon, fromage. Voilà, c'est ça un croque-monsieur. On poursuit avec du fromage dans les Yvelines. Que je vais vous montrer tout de suite, eh bien c'est le pont Saint-Rémy que vous voyez ici. Alors c'est un fromage qui est fait avec du lait cru de vache, pâte molle, croûte lavée. Alors il est fabriqué du côté de Saint-Rémy-les-Chevreuses dans une seule ferme, à la ferme de Coubertin. Il fait environ 200 grammes. Voilà, alors sa pâte de couleur crème à jaune clair est dense, douce et moelleuse à la fois. Alors on a un parfum de beurre et de paille fraîche. Voilà. Un fromage doux et onctueux. Voilà. Du côté de ce fromage. Autre fromage également de la région, c'est le pavé de Rambouillet. Alors il s'avère je ne savais pas qu'il y avait une ferme à Rambouillet, la ferme historique de Rambouillet qui est là depuis plus de 2 siècles. Et vous avez ce pavé de Rambouillet qui est une tome à pâte pressée. Ils font également un autre fromage qui est le Mortegueil, une tome à pâte moelleuse, du fromage au lait de vache bio qui est pasteurisé, produit entièrement sur l'exploitation. Voilà, du côté donc de cette
Bergerie nationale avec ce pavé de Rambouillet. Et puis il n'y a pas que le champignon de Paris à Paris. Et puis bien entendu le Paris-Brest, autre spécialité de la ville. Le Paris-Brest, donc, l'invention serait due à une course de vélo qui allait de Paris à Brest et qui revenait du côté de Paris, une course qui datait des années 1880 à peu près. Alors la création, on ne sait pas vraiment qui l'a créé, ce gâteau. Certains disent que c'est Louis Durand de Maison Lafitte, certains disent que c'est Monsieur Boget également de Maison Lafitte, d'autres que c'est un pâtissier inconnu de région parisienne, ou enfin un pâtissier de Chartres. Donc autant vous dire que selon les sources, c'est assez différent. Alors, dans un premier temps, on aurait créé ce gâteau sous la forme d'un éclair, et ça serait dans les années 1940 qu'il aurait eu sa forme circulaire, mais selon d'autres sources, Louis Durand aurait dès le départ donné cette forme de roue de bicyclette, encore une fois pour rappeler la course. Et puis cette recette s'est appelée également Paris-Nice en 1910, alors que la course cycliste n'existait même pas. Alors Paul Durand, qui était le fils de Louis Durand, a tenté de faire un brevet sur cette création, mais en fait la pâtisserie était déjà tellement répandue à ce moment-là que bon, la demande a été rejetée. Donc souvent le Paris-Brest, c'est une couronne de pâte à choux que l'on va garnir d'une crème pralinée à l'intérieur. Parfois on l'a également sous forme d'éclair aussi. Et puis maintenant vous avez des variantes, parfois avec des fraises, parfois avec de la pistache également. Enfin voilà, il y a pas mal de variantes désormais de ce Paris-Brest. Mais la vraie recette du Paris-Brest, il n'y a pas de fraises, il n'y a pas de framboises, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment pâte à choux, crème avec du praliné. Donc voilà, du côté de cette recette. Autre recette du côté des Yvelines. Là encore, un autre gâteau qui s'appelle le Rambolitain. Voilà, que vous avez à l'écran. Inventé en 1946, ce gâteau est bien ancré dans la culture gastronomique locale. Sa recette est inchangée. En fait, c'est une pâte de macaron qui est recouverte d'une crème légère au praliné. Le tout est saupoudré d'amandes et de noisettes torréfiées. Alors en 1996, un homme qui aime manger, Gérard Larcher, désormais le chef des sénateurs, le patron du Sénat, qui était à l'époque donc sénateur maire de Rambouillet, a célébré les 50 ans du Rambolitain. Et on ne sait pas combien il en a mangé ce jour-là. Ériger la pâtisserie au rang de spécialité gastronomique locale. Donc voilà, ce qui permet au Rambolitain d'être présent sur les tables des réceptions officielles. Peut-être qu'il se goinfre aujourd'hui de Rambolitain toujours. Gérard Larcher, voilà. On poursuit avec d'autres spécialités. Il y avait une dernière spécialité, un dernier gâteau, la bourdaloue. Également la tarte bourdaloue, tarte assez connue, voilà, avec une sorte de frangipane avec à l'intérieur des poires du côté de la bourdaloue. Alors au départ c'était un entremets aux amandes, et puis ce gâteau serait attribué au pâtissier Nicolas Bourgoin, qui aurait fait cette recette. Et pourquoi elle s'appelle Bourdaloue? Parce qu'il était installé au 7 de la rue Bourdaloue, dans le 9e arrondissement de Paris. Donc c'est un gâteau à base d'amandes pilées, de sucre d'œuf, de fécule cuit, puis glacé au kirsch. C'est le pâtissier Fasquelle qui s'installe 10 ans plus tard au 7 rue Bourdaloue, qui aurait peut-être également créé cette spécialité. Alors il s'agit
les recettes sont très variables, voilà, selon les sources. Parfois, on dit que cette personne a fait un gâteau au chocolat fourré de frangipane. Bon, des fois, il y a des fruits. Donc voilà, on ne sait pas trop. Donc c'est le Larousse gastronomique, lui, il dit que la bourdaloue, c'est un composé de demi-poire William poché, noyé dans la crème frangipane vanillée, recouverte de macarons écrasés et glacés au four. Voilà, sa déclinaison sous forme de tarte est, semble-t-il, plus tardive. Donc voilà, la tarte bourdaloue, donc c'est très bon, hein, la bourdaloue. Hein. Si vous n'en avez pas mangé, c'est à manger. Voilà, ça, vous avez la frangipane et la poire apporte beaucoup de fraîcheur. Voilà, à cette tarte. C'est pas très compliqué à faire en plus, une bourdaloue. Hein, c'est pas le truc le plus dur. Bon, on passe à l'histoire du Tour de France après cette partie gastronomique. L'histoire du Tour de France, on va revenir sur le Tour de France 1974 avec l'étape numéro 22. C'est la dernière fois qu'une fin de course du côté de Paris ne s'est pas déroulée sur les Champs-Élysées. Et oui, il y a eu plusieurs lieux qui ont accueilli la fin du Tour de France sur Paris. Notamment le Parc des Princes, qui à l'époque avait un vélodrome. Quand le vélodrome du Parc des Princes a été détruit, on a été au vélodrome de la Cipale. Et puis auparavant, on a eu également des arrivées du côté du Bois de Boulogne également. Voilà, on a eu des arrivées à de nombreuses... je crois que les premiers Tours de France n'arrivaient pas au Parc des Princes, on arrivait au Bois de Boulogne. Et qu'il y avait ensuite parfois une phase, on va dire, de transition pour arriver au Parc des Princes. Donc, ce vélodrome de la Cipale accueille l'arrivée de la dernière étape. Et c'est dans ce lieu qu'Eddy Merckx a célébré toutes ses victoires sur le Tour de France. Oui, Eddy Merckx n'a jamais célébré de victoire sur le Tour de France aux Champs-Élysées, vu qu'en 1975, il est battu par Bernard Thévenet. Il n'a connu que la Cipale comme lieu de célébration de ses victoires, ce qui n'était pas le lieu le plus glamour de l'histoire, hein, ce vélodrome de la Cipale. Alors, ce jour-là, en 1974, on a encore un match pour le général, notamment pour la deuxième place entre l'Espagnol López Carril et Raymond Poulidor. Le Français possède une seconde de retard. Tout va se jouer dans le deuxième sprint intermédiaire. Les Gannes de Poulidor contrôlent entièrement ce sprint et le Français prend 4 secondes de bonification. Alors, López Carril va porter réclamation, car elle considère qu'il a été bloqué, mais cette demande n'aboutira pas. Je rappelle encore que c'est Mémoire du cyclisme et la Grande Boucle qui me permettent d'avoir ces informations. À 66 km de l'arrivée, Guy Sibille attaque dans la côte de Dourdan. Il va posséder plus de 2 minutes d'avance sur le peloton, mais le vent de face va condamner ses chances. On arrive sur ce sprint dans ce vélodrome. Le maillot vert Patrick Sercou surgit de l'arrière du peloton. Et il dépasse Eddy Merckx qui menait. Mais il se rabat un peu trop fortement. Il sera déclassé. C'est donc le maillot jaune Eddy Merckx qui remporte cette étape lors de cette dernière journée. Alors la dernière arrivée dans un vélodrome du côté du Tour de France, mais qui pouvait être très dangereux certaines années, notamment en 1958. Et puis cette arrivée, comme je le disais, manque un peu de prestige et c'est vraiment la fin d'une ère. Car ensuite, on arrivera du côté des Champs-Élysées. Il faut savoir que ça a été très compliqué de pouvoir arriver aux Champs-Élysées parce que à l'époque, la préfecture, la mairie ne voulait pas bloquer cet axe. Et il a fallu vraiment négocier de manière assez importante pour avoir cette arrivée du côté des Champs-Élysées. Normalement, on ne devait arriver qu'une fois aux Champs-Élysées. Et puis ça a été tellement une fête en 1975 avec un public nombreux qu'on a décidé de le refaire, voilà, depuis 1975, donc on célèbre les 50 ans de cette arrivée du côté des Champs-Élysées. On va parler maintenant du cycliste du jour, un cycliste connu quand même dans les années 2000, même si c'est vrai que aujourd'hui il est quand même bien rentré dans le rang en termes de célébrité, un petit peu comme Thierry Fedrigo, mais qui est né à Mantes-la-Jolie. Eh bien c'est Sandy Cazard.
Sandy Cazard, qui a été professionnel entre 2000 et 2013, qui a accompagné les débuts de Thibaut Pinot, notamment, et qui a été pendant très longtemps leader de l'équipe française des Jeux, leader pour le général, notamment de la Française des Jeux. Et puis, c'est un coureur qui a connu les années sombres du cyclisme, et notamment du dopage. Et ce qui va lui donner même des victoires après coup. Alors, il a été souvent deuxième, souvent il a été battu, je pense notamment au Tour 2007 où il est battu à de nombreuses reprises. Il a 3 victoires au final sur le Tour de France. Et il a fini tous ses Tours de France, son meilleur classement en général. C'était une 10e place en 2009. C'est vrai qu'en début de carrière, on le voyait vraiment chasser le général des grandes courses par étapes. Et puis, ça a été moins le cas. C'est vrai que sa 2e place sur Paris-Nice en 2002, je pense, ne l'a pas aidé. Parce qu'ensuite, on l'a vraiment cantonné au classement général. Et surtout, en plus, à l'époque, on le cantonnait au classement général, mais sur le Tour de France pendant très souvent. Parce qu'il a quand même une 6e place sur le Tour d'Italie en 2006. Du côté de ses résultats. Voilà, Sandy Cazard qui a été un des Français importants dans les années 2000. Voilà. Et puis ensuite, maintenant, il a géré une station de lavage. Il fait également chauffeur des invités du Tour de France. Il a fait quelques marathons également. Voilà. Du côté de Sandy Cazard, qui était souvent interviewé parce qu'il était assez franc. Voilà. Dans sa manière de communiquer du côté de Sandy Cazard. On poursuit du côté de cette étape du Tour de France avec la météo. Elle ne va pas être bonne pour cette dernière étape. Un risque de pluie important avec des orages normalement. Et en gros, pour éviter les orages, il faudrait que l'étape arrive à 15 h. Donc on va être en plein dedans. 70% de risque de pluie sur Paris, ce qui risque d'être assez technique, voire touchy et dangereux. Température entre 20 et 22 degrés avec un vent de nord-ouest entre 15 et 40 km/h. Voilà, donc il devrait plutôt être de face sur la dernière ligne droite des Champs-Élysées. Voilà. Du côté de la stratégie, difficile de savoir comment la course va se dérouler. Est-ce que les leaders vont se neutraliser comme ce qu'ils avaient annoncé, on va dire, sur les réseaux sociaux et journalistes lorsqu'on l'a annoncé ce changement de parcours au mois de juin, enfin à la fin du Tour d'Italie. Donc est-ce qu'ils vont vraiment respecter ce qu'ils avaient dit dans la presse? Est-ce qu'ils vont pas quand même vouloir faire le spectacle en sachant que l'opportunité d'avoir une victoire sur les Champs-Élysées pour eux augmente drastiquement par rapport au parcours habituel? Est-ce qu'on va avoir des attaques de loin? Est-ce que des baroudeurs vont tenter leur chance? Va-t-on se neutraliser du côté du peloton parce que les conditions climatiques sont trop mauvaises? Est-ce que les règles vont encore changer? Est-ce qu'on va neutraliser l'étape pas à 5 km de l'arrivée, mais est-ce que les temps ne s'arrêteront peut-être à une trentaine de kilomètres de l'arrivée? Eh bien ça, ce sont des grandes interrogations pour le moment. Pour le sprint, ça va être quand même très compliqué, ça c'est ce qu'on peut dire, parce qu'on aura du mal à se réorganiser d'ici l'arrivée. Moi, je dirais plutôt la victoire d'un coureur en solitaire qui arrive à résister au retour d'un groupe d'une dizaine de coureurs, mais on pourrait, pourquoi pas, avoir un sprint voilà, avec une trentaine, quarantaine de coureurs peut-être à l'arrivée. Alors du côté de mes favoris, je mets Julien Alaphilippe, pour moi en solitaire, qui arriverait à sortir de loin. Je tente également Mauro Schmid, le Suisse de l'équipe Jayco Alula, et je pense à Nice, à Thibaut Nice peut-être, qui pourrait aller chercher la victoire d'étape, surtout si on a un petit sprint à l'arrivée du côté des Champs-Élysées. Et un gros Scott, Axel Laurence, là aussi si on est dans une situation de sprint du côté du coureur de la Ineos. Du côté du programme télé, départ fictif 16h10, un départ fictif qui va être assez court quand même, seulement un petit quart d'heure.
On va bien célébrer, notamment avec les petites coupes de champagne. Le château de Versailles à 94 km de l'arrivée entre 17h18 et 17h23. Moi, je pense que ça arrivera un petit peu après, parce que normalement, on savoure bien cette dernière étape, ça discute beaucoup. Entrée dans Paris à 80 km de l'arrivée entre 17h37 et 17h45. Premier passage dans la butte Montmartre, 40 km de l'arrivée entre 18h31 et 18h44 pour une arrivée prévue entre 19h26 et 19h45. Nous, on se retrouvera ce soir pour le débrief de l'étape des filles. Par contre, demain, pour le débrief de l'étape des garçons. Voilà, pour voir tout ça un petit peu plus au clair. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé toutes ces présentations du côté du Tour de France Hommes. N'oubliez pas, le Tour de France Femmes, lui, continue et on fait les mêmes vidéos. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés pendant cette période, tous les gens qui ont commenté également, qui ont donné leurs favoris. Puis, nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures. Il y aura encore du cyclisme sur la chaîne dans les jours à venir. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.